Nous allons commencer notre séance de l'après-midi. Et la première table ronde de l'après-midi traite des voies législatives et réglementaires. Et pour traiter de ces voies législatives et réglementaires, nous avons une juriste, Muriel Falaise, qui est maître de conférence en droit privé à Lyon 3 et spécialiste du droit animal et qui est par ailleurs membre du bureau de la LFDA. Et nous avons deux députés, Loïc Dombreval, président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale française, et Younous Omarjee, qui est député européen et membre de l'intergroupe sur le bien-être et la conservation des animaux. Et donc, chacun va faire un exposé qui devra tenir en un tout petit peu moins de 10 minutes. Après, nous enchaînerons avec la table ronde sur l'étiquetage qui sera animée par Laurence Parisot. Et je donne la parole à Muriel. Merci, Monsieur Schweitzer. Bonjour à tous. Merci évidemment, un grand merci à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences d'avoir organisé cette journée qui nous permet de bénéficier d'un temps assez long, pas le même temps long dont on parlait ce matin, mais d'un temps quand même assez long pour échanger autour du bien-être animal et de l'avenir de l'élevage. Tous les hémicycles ne permettent pas d'avoir un temps aussi long. Une journée, c'est exceptionnel. Merci également de m'avoir convié pour débattre tous ensemble de ces deux thèmes, bien-être animal et avenir de l'élevage. Alors, pour ma part, je suis convaincue que le bien-être animal, c'est l'avenir de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé. Alors, je vais peut-être reprendre quelques points qui avaient été abordés par les uns et par les autres ce matin. Pendant la pause de midi, je me suis dit, finalement, est-ce que je vais reprendre certaines choses qui ont déjà été dites? Et j'ai abouti au terme de ma réflexion en me disant oui, ça prouve qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour construire cette évolution et qu'il y a une transdisciplinarité qui est importante. Donc c'est tous ensemble que nous arriverons à avancer pour atteindre ce que l'on souhaite, à savoir que les animaux d'élevage soient mis en situation de bien-être. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quels que soient d'ailleurs les vecteurs de l'information, nous ne pouvons plus ignorer qu'il y a des animaux qui naissent, qui vivent, et qui meurent parfois dans des conditions qu'on peut qualifier d'indignes, et qu'il devient donc urgent de faire évoluer notre système pour que chaque animal puisse être placé dans une situation de bien-être. Alors ce matin, ça a été dit, la première difficulté qu'il va falloir contourner, c'est que l'appréhension du bien-être animal est complexe, tant d'ailleurs pour les éleveurs, pour les citoyens, mais également pour le législateur. Et c'est complexe parce que chaque animal est un individu particulier qui a donc un ressenti personnel de ses conditions de vie. On parle de bien-être animal, on imagine assez facilement que deux espèces différentes vont avoir un niveau de bien-être qui va être différent. Mais ce qu'on perçoit peut-être moins facilement, c'est que ce niveau de bien-être va varier entre les individus d'une même espèce, en fonction, comme chaque homme, de sa personnalité, de ses caractéristiques. Toutes les personnes qui côtoient les animaux se rendent bien compte que certains vont se révéler curieux, d'autres peureux, d'autres agressifs. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, s'il est évident que nous sommes à un tournant dans le rapport que nous avons avec les animaux, et plus largement, je pense d'ailleurs, avec le monde du vivant, nous devons tenir compte du fait que les émotions positives et négatives que ressentent les animaux d'élevage dépendent très largement du cadre de vie que nous leur offrons. Et le rôle du législateur va être primordial pour faire évoluer ces conditions de vie. Alors, je ne crois rien vous apprendre en vous disant que la fonction première du droit, c'est de fixer un cadre. Mais il me semble qu'il lui appartient également de pouvoir faire évoluer ce cadre en transcrivant les évolutions de la société dans l'arsenal législatif et réglementaire. En d'autres termes, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de traduire les découvertes scientifiques dont on nous a parlé ce matin, et également de traduire l'évolution des consciences par l'élaboration et l'adoption de nouvelles règles en matière d'élevage. Et à ce stade, nous sommes confrontés à une vraie difficulté parce qu'on ne peut que constater, je crois que tout le monde s'accorde sur ce point, pour dire que le droit avance beaucoup plus lentement que la science en matière de bien-être animal. Alors certes, le législateur
s'est quelque peu réveillé en 2015 en inscrivant dans le droit commun, donc dans le Code civil, le fait que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc ça a permis un nouvel article, l'article 515-14, qui est d'ailleurs devenu, je crois, un des plus célèbres articles du Code civil, eh bien, d'apparaître dans notre législation. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on puisse actionner d'autres leviers. Le terme de levier était souvent employé ce matin, et je crois effectivement, je l'utilise moi-même parce que je crois qu'il est exact, il y a des leviers à actionner pour qu'on puisse mettre en place un mode d'élevage beaucoup plus respectueux du bien-être animal. Mais ça a également été dit, les changements du modèle agricole ne vont pas être mis à la charge des seuls éleveurs, il faut qu'ils soient accompagnés dans cette transition. Alors ce soutien va prendre un certain nombre de formes, des formes directes, des formes indirectes. Évidemment, la première forme directe à laquelle on pense, c'est le soutien financier, qui doit permettre aux éleveurs de s'engager dans une transformation de leurs exploitations, de leurs pratiques. On a évoqué ce matin l'élevage porcin. Eh bien, effectivement, il va falloir un soutien financier pour pouvoir permettre un accès à l'air libre, pour pouvoir fournir une litière à chaque individu. Alors, je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur cette question des aides qui sont allouées aux éleveurs, et notamment dans le cadre de la PAC et de sa réforme, puisque l'actualité est on ne peut plus brûlante sur cette question-là. Je pense également que ce soutien aux éleveurs doit passer par la formation. C'est assez simple de modifier les programmes pédagogiques dans les formations, de renforcer le socle des connaissances et des compétences en bien-être animal pour tout ce qui est les formations qui vont permettre l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Par contre, il me semble que c'est beaucoup plus difficile d'assurer la formation des éleveurs lorsqu'ils sont déjà en activité. Alors, ce matin, on nous a parlé effectivement d'un certain nombre de possibilités. Le nombre évoqué d'éleveurs qui suivent des formations reste quand même relativement faible. Il y a un coût de ces formations, donc le coût de formation évidemment, mais également la question de la main-d'œuvre qui va remplacer les éleveurs pendant qu'ils sont en formation. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir intégrer et qu'il va falloir pouvoir soutenir par des subventions. Alors, si vous êtes déjà intéressé aux différentes formations, il y a beaucoup d'organismes qui proposent des formations plus ou moins importantes, en distanciel, en présentiel, avec des coûts assez différents. Mais finalement, moi, je me suis un petit peu penchée sur les formations qui étaient dispensées et j'ai fait le constat que très peu sont exclusivement consacrés au bien-être animal. Donc là, je pense qu'il y a encore effectivement un effort à faire pour permettre à ces éleveurs qui sont en activité un maintien de leurs compétences, mais également de pouvoir acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances. Le métier de l'éleveur, on l'a dit, évolue. Il y a de la technologie, il y a des réglementations nationales, des réglementations européennes. Il faut leur donner aussi cette possibilité d'avoir accès à cette connaissance-là. Et puis, le changement du mode d'élevage doit s'inscrire dans un projet de société, et donc il faut fédérer autour du concept de bien-être animal. Et pour fédérer, on informe les citoyens, on informe la jeunesse. Ce matin, ça a été également évoqué la question de la formation de la jeunesse. Donc, c'est vrai de permettre qu'entre au sein de l'école, via l'éducation nationale, ces questions de réflexion, d'éthique, mais également au sein de l'enseignement supérieur. Alors, M. Schweitzer, quand il vous a dit que j'étais intervenante, enfin, plus qu'intervenante, puisque c'est mon métier, que je suis effectivement maître de conférences en droit privé, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la question du droit animalier. Alors, autant vous dire que j'avais un statut un petit peu particulier au départ, voire je pouvais passer pour une extraterrestre, et on voit au fil du temps, effectivement, des diplômes d'établissement. Il y a un diplôme d'établissement d'ailleurs auquel a participé la Fondation et qui est un diplôme d'établissement qui est monté en partenariat avec l'école vétérinaire de Lyon. On voit des diplômes universitaires. Ce matin, il y avait une personne de l'Assemblée qui nous a fait part du fait qu'elle suivait le diplôme universitaire à l'antenne de Brive-la-Gaillarde de l'Université de Limoges. Simplement, c'est assez symptomatique, ça reste uniquement, et je ne dénigre pas les diplômes, mais quand je dis que ça reste uniquement des diplômes d'établissement ou des diplômes universitaires ou quelques unités d'enseignement dans des formations, c'est parce que là encore, il va falloir qu'au sein de l'enseignement supérieur, on laisse la place pour que le droit animalier émerge. Le droit animalier, c'est une nouvelle branche du droit qui commence à acquérir quelques lettres de noblesse, mais exactement de la même manière que le droit de l'environnement il y a une trentaine d'années. Il a fallu du temps. Le droit animalier qui va nous permettre effectivement de mettre dans un ensemble cohérent l'ensemble des règles
qui concerne les animaux et les relations et l'utilisation que les hommes font des animaux. On n'a pas le même timing, Monsieur Schweitzer. Donc, ce droit animalier, j'y suis très attachée et il doit nous permettre de créer des vrais diplômes. Il n'existe pas de master en droit animalier. Les jeunes qui veulent se former dans cette discipline doivent partir notamment en Espagne. Donc, Monsieur Schweitzer m'ayant dit qu'il ne me restait qu'une minute, il y a un dernier point sur lequel je voulais vraiment insister. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut aussi qu'on donne une vraie place à ce concept de bien-être animal. Et cette place, elle peut être, pourquoi pas, au sein de la Constitution. On a des pays voisins, l'Allemagne notamment, mais pas seulement, le Luxembourg, qui ont fait ce choix-là. La Suisse est sur le point de faire voter, peut-être que ça passera, on verra bien rapidement le résultat, mais veut faire voter une modification de sa Constitution pour intégrer le bien-être animal. Il y a d'autres voies. Il est possible, effectivement, d'adopter par la voie législative un grand texte, une grande loi de protection du bien-être animal. Et ça, en France, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Dernier point que je veux évoquer, c'est qu'on ne pourra pas avancer tout seul, évidemment. Et quand je dis qu'on ne pourra pas avancer tout seul, il va falloir effectivement tenir compte du fait qu'on est dans un contexte européen, mondial. Et là, je pense que notre pays a une opportunité de marquer l'histoire de la protection animale, eh bien, en faisant, pourquoi pas, osons le dire, de son mandat de présidence de l'Union européenne qui doit arriver au premier semestre 2022, un moment clé pour initier la transformation de la législation européenne en matière de bien-être animal. Mais on ne pourra le faire que si on bénéficie d'une certaine légitimité. Et comment peut-on avoir cette légitimité? Eh bien, à mon avis, en ayant déjà fait évoluer le droit national, ou tout au moins en ayant engagé des réformes pour faire évoluer nos propres dispositions réglementaires et législatives. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors Muriel a fait une parfaite introduction aux propos de Loïc Dombreval et de Younous Omarjee, mais je donne la parole d'abord à Loïc Dombreval. Merci, Monsieur le Président, cher Louis. Madame la Vice-Présidente, chère Laurence, félicitations de nouveau à la LFDA aujourd'hui pour la qualité des interventions et la hauteur de vue dont vous ne vous départissez pas à chaque fois que vous parlez de la question du bien-être animal et de la condition animale. Mon propos sera un propos d'abord d'humilité, parce que si j'en suis pas directement responsable, de même que mes collègues présents dans cette assemblée, ce sont bien les politiques qui ont dit un jour aux éleveurs qu'il fallait qu'ils intensifient, qu'il fallait qu'ils produisent plus, qu'il fallait qu'ils produisent moins cher, et toujours plus, et toujours moins cher, et qui ont aidé ces mêmes éleveurs à construire des bâtiments dont a parlé tout à l'heure Christiane Lambert, et qu'ils ont aujourd'hui parfois du mal à rembourser. Ce sont ces mêmes politiques qui aujourd'hui probablement, font que certains éleveurs sont tiraillés entre la terre et le caillebotis, entre le plein air et l'air recyclé. Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, ça concerne donc ces voies législatives et réglementaires, sachant qu'elles sont aujourd'hui relativement protectrices pour les animaux au fond de notre pays. Et je vais vous prendre deux exemples pour l'illustrer. Un exemple législatif et un exemple réglementaire. Ce seront des choses très concrètes. Vous m'excuserez de leur caractère parfois anecdotique, mais il me semble que c'est aussi comme ça qu'on peut faire partager et améliorer les choses. En matière, et de façon générale, avant cela, je voulais vous dire que le message que je voulais vous passer aujourd'hui, et qui a été d'ailleurs ce matin également partagé par d'autres intervenants, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration de la condition animale en France, je ne parle pas de bien-être animal, je parle de condition animale, sans transition et sans accompagnement par les politiques, notamment, mais pas uniquement, de ces mêmes transitions. Premier exemple est un exemple législatif, ça concerne la vidéoprotection dans les abattoirs, la vidéosurveillance, dans les abattoirs. Plusieurs amendements déposés lors de la loi Egalim en 2018, un amendement de ma part déposé, dit de repli, en disant « écoutez, on ne va probablement pas s'entendre dans cet hémicycle pour imposer de façon obligatoire la vidéosurveillance dans les abattoirs, donc je propose qu'on l'expérimente et qu'on le fasse dans un contexte où ce seront les abattoirs eux-mêmes qui en feront la demande. »
1h30 de débat. 1h30 de débat. Un amendement qui donne lieu à une interruption de séance où un député et des députés rajoutent que cette expérimentation doit se faire effectivement après l'accord de l'abattoir et après également l'accord du personnel. Rien de choquant à ça. Cet amendement ne serait pas passé. Il a été évidemment, il a été raillé, ça a ricané, considérant que c'était un sous-amendement, un amendement de repli, mais tellement de repli qu'il ne représentait plus rien, qu'il ne ressemblait plus à rien. Sauf qu'aujourd'hui, cet amendement, il a permis l'expérimentation, et elle est en cours, avec 6 abattoirs en France, de la vidéo dans les abattoirs, que les modalités avec lesquelles est mise en place cette vidéo sont extrêmement importantes, ces modalités, parce qu'en particulier, elles disent que la vidéo doit non pas filmer l'opérateur, dont on connaît la dureté du métier et de la tâche, mais doit filmer l'animal pour s'assurer qu'il ne souffre pas. Cette expérimentation donnera lieu à un rapport qui sera publié au début de l'année 2021, puis au déploiement de la vidéosurveillance dans les abattoirs, qui sera aidé par le plan de relance, ça a été évoqué, doté sur la question des abattoirs de 125 millions d'euros, avec notamment, et ça intéressera mon collègue Villani, des aspects extrêmement intéressants sur l'intelligence artificielle qui permettra à la machine de voir s'il y a, dans le cadre de l'amener de l'animal et de sa saignée, des problèmes particuliers sur un moment particulier qui sera ainsi objectivé et qui permettra d'améliorer les pratiques dans l'abattoir. Deuxième exemple, c'est un exemple réglementaire. Il concerne le broyage à vif des poussins. 50 millions de poussins mâles, il n'y a pas de parité en matière de broyage de poussins, sont broyés donc tous les ans en France. De nouveau, loi alimentation 2018, je dépose un amendement pour demander l'interdiction de ce broyage, mesure d'abolition, et si c'est impossible, si le vote ne permet pas, un rapport permettant d'évaluer des dispositifs permettant d'éviter ce broyage. Les deux amendements se heurtent à un refus dans l'hémicycle. Quelques mois après, début 2020, annonce du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qu'en accord avec la ministre de l'Agriculture allemande, eh bien, à la fin 2021, sera mis fin par voie réglementaire au broyage à vif des poussins dans notre pays. Et je dois saluer, j'étais présent à l'Oudéac et j'ai vu le patron des fermiers de Loué. J'étais présent à l'Oudéac pour voir une machine absolument extraordinaire qui indique très clairement que quand il y a une mobilisation du secteur privé, des fabricants, des distributeurs, des producteurs, des éleveurs, quand il y a cette mobilisation, elle emporte tout. Elle emporte la loi et les règlements. Elle va plus vite que la loi et que les règlements. C'est ça, c'est une réalité. Et il faut l'admettre. Et je l'admets absolument volontiers. Et je félicite cette avancée majeure qui permet aujourd'hui de sexer au 13e jour des embryons, quand ils commencent à peine à avoir quelques plumes, pour savoir où sont les mâles et où sont les femelles, distinguant les œufs mâles des œufs femelles, et permettant ensuite une électronarcose individuelle de chacun des œufs, contenant un futur poussin mâle. Cette avancée est une avancée à la fois au départ avec un amendement presque d'appel dans l'hémicycle, souhaitant une loi qui se transforme en règlement, puis, grâce à la mobilisation du secteur privé, en une réalité avant même la fin 2021 qui était annoncée par le ministre Didier Guillaume début 2020. Deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il y a une nécessaire transition, on le voit très clairement sur la question de la vidéo. La vidéo, la hantise, parce qu'il y avait un paradigme qui était imposé finalement par l'association L214, qui était de dire qu'il fallait aussi montrer les opérateurs. Eh bien, ce qui entraînait effectivement des réticences extrêmement vives et normales de la part des personnels des abattoirs. Aujourd'hui, cette transition, elle est faite, elle est absolument nécessaire, elle est indispensable, et je voudrais au passage dire qu'il ne peut pas y avoir de bien-être animal
au détriment du bien-être des hommes. Ces deux éléments sont à concilier de façon absolue. De façon absolue, sinon on n'avancera jamais ni sur l'un ni sur l'autre. La pédagogie également, l'accompagnement. Les abolitions brutales sont sans avenir. On l'a vu, on le voit à chaque fois que l'on tente des abolitions brutales, que certains tentent ou souhaitent des abolitions brutales. L'enseignement agricole, par la loi, un amendement que j'ai également déposé dans la loi alimentation, qui impose aujourd'hui une formation bien-être animal dans l'enseignement agricole. Ça, c'est une véritable aussi innovation qui permet la sensibilisation, la pédagogie, la prévention pour tous ces acteurs du bien-être animal en France et en particulier les éleveurs. Deuxième point qui concerne le point réglementaire et le deuxième enseignement, c'est la fameuse soft law, la loi souple, si chère à mon voisin de droite, le président Schweizer. Il a raison. C'est soft law qui n'est pas à la faveur des députés, et des sénateurs et du législateur. Elle permet des avancées qui sont des avancées majeures par pression de l'opinion, des consommateurs, par les acteurs économiques. Elle permet de la rapidité et de l'efficacité. En conclusion, je pense que je suis dans les temps, cher Président, je voudrais vous dire également deux choses. Quand on vote dans l'hémicycle, il faut voter en cohérence, en conscience. On ne peut pas voter le CETA et le Mercosur. Si on aborde ces deux aspects-là, ces deux traités, sous l'angle du bien-être animal, ne serait-ce que sous l'angle du bien-être animal, on ne peut pas les voter. Je me suis abstenu sur le CETA, et évidemment, si tant est qu'un jour le Mercosur arrive dans l'hémicycle, je voterai évidemment contre. Mais je voudrais aussi vous dire une chose. On a une spécialité en France qui est de rédiger et de parler et d'amender et de passer des heures sur des lois qui, pour certaines d'entre elles, ne sont jamais appliquées. C'est une réalité, certains le savent, ce n'est pas forcément quelque chose d'exemplaire, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que faire appliquer ces lois, renforcer le personnel pour les faire appliquer, faire en sorte que le Parlement et que les parlementaires puissent, dans le cadre de leur exercice, non pas toujours amender et rédiger des lois, mais également contrôler l'action du gouvernement, qui est une des missions des parlementaires, mais qui n'en a pas forcément les moyens. C'est également quelque chose d'extrêmement important. Un exemple frappant qui concerne et qui dépasse la question du bien-être animal, c'est la question des néonicotinoïdes. On a voté en 2016 une loi qui n'a pas été appliquée pendant 4 ans et à laquelle on demande de déroger 4 ans après. C'est absolument un non-sens. Et il faut que nous aussi, et en premier lieu, et je bouclerai avec le début de mon intervention, il faut que les politiques se remettent aussi très sérieusement en question. Je vous remercie. Cela dit, Loïc, vous avez commencé par un mea culpa du politique, mais vous avez poursuivi en montrant ce que pouvait faire un député engagé pour faire progresser les choses, et je m'en réjouis. Et maintenant, nous passons à l'Europe. Monsieur le Président Schweitzer, Charles-Laurence Parisot, je vous remercie pour votre invitation et me donner l'opportunité de partager quelques idées dans ce très bel amphithéâtre de la Sorbonne. Et en venant ici, je me souvenais que je déambulais dans les couloirs de la Sorbonne avec les livres du doyen Jean Carbonnier. Et Jean Carbonnier m'a appris quelque chose, c'est que le droit, la loi, c'est toujours le reflet d'une civilisation et d'une société à un moment donné. On pourrait considérer que Jean Carbonnier a une analyse marxiste des choses. Il n'était pas du tout marxiste, mais il s'intéressait beaucoup à la philosophie du droit. Et lorsque l'on observe l'univers législatif concernant les animaux, eh bien, je crois vraiment que c'est le reflet de notre civilisation et de nos sociétés aujourd'hui. Parce que nous sommes une civilisation, il faut le rappeler, qui s'est retranchée du monde du vivant. Et si celle-ci s'est retranchée du monde du vivant,
c'est aussi parce qu'elle a promu un modèle économique, un modèle qui veut qu'on consomme toujours plus et qu'on exploite toujours dans les pires conditions ce qui peut produire le meilleur rendement. Et les animaux sont devenus chosifiés pour justement atteindre cet objectif-là. Lorsque nous parlons du bien-être animal et de l'élevage, nous devons immédiatement écarter peut-être l'idée, ou pas d'ailleurs, qu'il n'y a pas de bien-être animal possible pour des animaux qui sont nés pour être tués. Parce que lorsqu'un animal vient au monde, personne ne peut prédire, comme pour les êtres humains, à quel moment il va mourir. Mais ces animaux-là, ces animaux qui participent ainsi à la production, ils sont voués à mourir parce que nous l'avons décidé dès leur naissance. Alors, bien sûr, il faut quand même faire en sorte qu'ils puissent vivre autant que possible dans les meilleures conditions. Et sur ce plan, la législation européenne a été à la fois en avance sur le droit national et en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il était sans doute nécessaire d'inscrire dans la Constitution d'un certain nombre d'États membres cette question. Je dois rappeler qu'au niveau européen, c'est au plus haut niveau de la hiérarchie des normes que la question du bien-être animal figure, puisqu'elle figure à l'article 13 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Et ce que dit cet article est très clair, l'Union européenne et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Donc nous avons cet article 13 au niveau du traité, ainsi qu'une série de directives qui ont montré le chemin. Et les directives ont été nombreuses concernant l'élevage, concernant l'abattage, concernant une série de questions. Le problème, et nous travaillons actuellement pour améliorer également la législation concernant cette question centrale qui est celle du transport des animaux. Mais nous avons un problème considérable qui réside dans la mise en œuvre par les États membres des législations européennes. Et puis, lorsque les législations européennes sont insuffisantes, et elles le sont souvent, rien n'interdit à un État membre d'aller plus loin. C'est ainsi que la législation européenne doit être entendue. Mais les moyens de sanction de l'Union européenne pour les États qui ne respectent pas les règles minimales sont des moyens extrêmement faibles et il n'existe pas de police en réalité européenne. Nous sommes dans un moment de crise profonde concernant l'Union européenne. Vous prenez la question des valeurs, de l'état de droit. On en parle beaucoup. Il y a, là encore, pas de possibilité pour l'Union européenne d'agir. Sur la question animale, qui est une question aujourd'hui supportée de manière massive par les citoyens européens. L'initiative citoyenne européenne concernant le bien-être animal fait partie des 3 initiatives européennes qui ont été les plus populaires et les plus supportées. L'Union européenne doit aujourd'hui regagner la confiance des peuples. Et elle peut vraiment regagner la confiance des peuples si
elle est au rendez-vous sur la question des valeurs, sur la question des principes, plutôt que sur des questions économiques qui peuvent parfois diviser, comme celle de la dette ou du déficit, où là, effectivement, elle contrôle, elle surveille, elle punit. Alors, ce que nous disons et ce que nous proposons comme voie pour l'avenir, c'est que l'Union européenne contrôle, surveille, punit lorsqu'il s'agit de manquements aux règles minimales qui ont été posées concernant le bien-être animal. On entend souvent dire également qu'il ne faut pas avancer trop vite parce que nous sommes dans un environnement très concurrentiel avec des États qui n'avancent à l'extérieur de l'Union européenne qui n'avancent pas aussi rapidement que nous. Eh bien là encore, je crois que nous ne devons pas renoncer à ce que nous sommes et à ce que l'Union européenne doit être demain. Cette question du bien-être animal est une question civilisationnelle. Cette question du respect du bien-être animal dit ce qu'est l'Europe. Et si nous renonçons, nous, en Europe, à ces avancées, alors évidemment, nous condamnons les autres peuples à devoir continuer à faire avec des gouvernements qui ne poseront pas les règles premières sur cette question. Et les conséquences sont pour le monde entier, comme nous le voyons actuellement avec la crise du Covid, ou peut-être dans les raisons du déclenchement de cette crise, la question animale est également au centre. Donc, dans les accords de libre-échange, nous devons, je crois, et là-dessus je crois qu'on peut se rejoindre, sur la question des accords de libre-échange, nous devons poser aujourd'hui des conditionnalités et considérer qu'il n'est pas possible de conclure des accords de libre-échange avec des États tiers qui ne respectent pas ces principes. Et nous devons aussi le faire concernant le respect de la biodiversité. Nous sommes dans une semaine qui a été une semaine très animée au Parlement européen, puisque nous avons débattu de la politique agricole commune. Je ne reviendrai pas ici, évidemment, sur l'ensemble des questions qui étaient en discussion au Parlement européen. L'Union européenne a cette qualité d'avoir un fonctionnement extrêmement complexe et je crois que personne ne comprendrait rien à ce qui s'est passé. Mais je veux insister sur deux points. Le premier point, c'est que dans le vote qu'il y a eu au Parlement européen, nous n'avons pas obtenu que soit posée une conditionnalité concernant le bien-être animal. Nous avons été très actifs au sein de notre intergroupe pour essayer de faire adopter cette disposition. Malheureusement, nous avons été battus en plénière. Cela montre les résistances aussi qu'il y a devant nous. En revanche, et j'en terminerai là, Monsieur le Président, nous avons obtenu un vote qui est, je crois, important concernant le découplage des aides sur la tauromachie. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, pour finir définitivement, je vais vous faire une confidence. Lorsque nous avons obtenu l'interdiction de la pêche électrique en Europe, nous avions avancé une série d'arguments, beaucoup d'arguments contre, beaucoup d'arguments sociaux, beaucoup d'arguments économiques. Mais en réalité, c'est l'argument sur la souffrance animale des poissons qui a permis d'emporter une majorité.
Parce que vous savez que c'est la colonne vertébrale des poissons qui est brisée et qui fait que cette pêche électrique peut se faire. Et cette pêche électrique a profondément choqué beaucoup de députés européens qui la découvraient à ce moment du débat, et c'est la conscience du caractère barbare de cette pêche qui a permis d'emporter le vote. Et ce qui se passe dans la société se passe aussi au sein du monde politique aujourd'hui, chez le législateur, et sur cette conviction que le bien-être animal est aujourd'hui intégré au corps des valeurs civilisationnelles qui sont les nôtres en Europe. C'est là-dessus, je crois, que nous devons appuyer pour obtenir les principales avancées législatives que nous attendons, et nous en attendons beaucoup, notamment, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, malheureusement, notamment concernant la question des transports des animaux. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste poser une question, la même à chaque intervenant. Et bien sûr, c'est Muriel qui va commencer, donc ça va donner un peu plus de temps de réflexion aux autres. Un article, un seul article, que vous souhaiteriez voir adopté dans le corpus législatif français ou européen? Un seul article avec différents alinéas? Un alinéa, une chose. Je crois qu'il faut qu'on puisse clarifier les choses et définir ce qu'est l'animal et surtout ce qu'est le bien-être animal. Comment voulez-vous qu'on contrôle, qu'on fasse appliquer une législation si les juges ne savent pas de quoi on parle? Je finis juste en disant article 515-14, droit commun, puisque c'est le droit civil, et les animaux sauvages ne sont pas considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Donc il faut préciser. Merci. Loïc. Alors, s'il devait, à mon avis, y avoir un article à rédiger ou à modifier, ce serait celui qui concerne le statut de l'animal. Mais alors, quel travail? Un statut de l'animal qui est probablement un statut qui n'est un animal qui n'est ni une chose, ni un humain, et qui mériterait à ce titre un statut particulier, et en particulier dans ce statut de l'animal, quelque chose qui concerne, qui est absolument un non-sens absolu, qui est le statut dit res nullius pour l'animal sauvage n'appartenant à personne et sur lequel on peut donc, pour laquelle la loi n'interdit pas qu'on puisse lui faire subir les pires traitements. Je me réjouis que vous rejoigniez Muriel. Ce n'est pas l'élevage, Younous. Je rejoins également, évidemment, mais peut-être une proposition pour le président de la République, pour la présidence française de l'Union européenne en 2022, c'est de proposer d'étendre le champ des compétences de la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois qu'il est peut-être possible, en tout cas, il serait bien que les juristes y travaillent, qu'on étende Cour européenne des droits de l'homme et de la nature ou des animaux. En tout cas, voilà quelque chose qui pourrait encore plus renforcer sur le plan normatif et puis dans les indications qu'on souhaiterait adresser. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup d'autres idées. Merci, mais... c'est une belle ambition. Je remercie les membres de la table ronde. Je m'excuse auprès d'eux de les avoir un tout petit peu bousculés, mais l'après-midi a commencé un peu tard. Ce n'est pas la responsabilité des membres de la table ronde. Et comme elle finit à l'heure prévue, les contraintes sont celles-là. Donc, je vous remercie. Je reste sur scène, mais je vais être modéré par Laurence Parisot pour la table ronde suivante.